Bonsoir, donc bienvenue à ce conseil municipal donc du mercredi 24 novembre 2021, 19h19. Donc d'abord, il faut un secrétaire, c'est toujours nous. Il faudra un secrétaire ou une secrétaire de séance. Tintin. Ah, Delphine David. Donc Delphine David sera donc la secrétaire de séance. Donc maintenant approbation donc du dernier conseil municipal du 20 octobre 2021. Des remarques ou pas? Donc sinon je passe au vote. Est-ce qu'il y en a donc face à ce compte rendu? Il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Donc les informations conformément donc à l'article L 2122-22 du CGCT sur les décisions que j'ai prises donc entre les deux conseils municipaux. Donc la 65 dans le cadre de la maintenance et de l'hébergement du progiciel de la médiathèque. Donc il apparaît utile de lancer une consultation. Inutile, pardon. De lancer une consultation. Oui, ça change un peu. Inutile de lancer une consultation, sachant que la société C3RB est l'exclusif fournisseur du progiciel, dont il est aussi l'exclusif propriétaire et développeur. Donc au moins comme ça c'est clair. Il est donc décidé que la société C3RB est attributaire de la prestation précitée pour un montant arrêté de 1069,18 € TTC, dont 816,41 € TTC pour la maintenance et 252,77 pour l'hébergement. La décision 66, il est nécessaire de procéder à divers tests de conformité de l'aire de jeu synthétique du stade municipal Simon Barbier vis-à-vis de la réglementation World Rugby pour vérifier une batterie de tests, absorption des chocs, déformation verticale, restitution d'énergie, rebond vertical du ballon, résistance rotationnelle, essai d'impact, vérification visuelle du terrain, identification du remplissage de performance. Bref, nous allons avoir des super rugbyman, ainsi que la rédaction d'un rapport d'intervention officiel du type World Rugby en français. Donc parmi les deux offres reçues et suite à la consultation lancée, c'est celle formulée par la société Labosport, 6 technoparcs du circuit des 24 heures du Mans au Mans, 72 sans Le Mans, suite au rapport d'analyse des offres établies en interne, est considérée comme économiquement la plus avantageuse et est donc attributaire de la prestation précitée pour un montant de 3 283,20 € TTC pour un contrôle donc périodique d'un gazon synthétique qui s'effectue donc tous les 2 ans. Voilà, alors comme pour baisser, voilà comme ça. La décision 67, il y a eu lieu de remplacer au plus tôt l'alarme anti-vol ainsi que 2 caméras qui ont été dégradées à l'occasion du vol par infraction commis dans les ateliers municipaux. Suite à la consultation lancée, 3 offres ont été reçues et celle formulée par la société Sécuritech, compte tenu à la fois du prix et de la valeur technique, est considérée comme économiquement la plus avantageuse. Et il y a donc lieu d'attribuer la prestation précise à la société Sécuritech, domiciliée au numéro 243 avenue Cugnot à 84 Monteux, pour un montant toute taxe de 2400 €, pour rééquiper la commune d'une alarme anti-vol et de 2 caméras. Décision 68. Dans le cadre de manifestations culturelles organisées par la commune, il y a lieu de signer un contrat d'engagement avec le cabaret L'Étoile Bleue, 107 boulevard Jeanne d'Arc à Marseille, pour un spectacle en itinérance le 6 novembre 2021, dont le montant de la participation est de 2 369,67 €, soit 2 500 € TTC, et à l'association Art et Musique en Provence, 5 rue de Gemap à Marseille aussi, pour une conférence musicale intitulé 800 ans de musique provençale, qui sera le 12 décembre 2021, dont le montant de la participation est de 550 € hors taxe, soit 580,25 € TTC. Décision 69. Vu le recours pour excès de pouvoir formulé
le 15 septembre 2021 par Madame Nicole Antonios à l'encontre de l'arrêté municipal numéro 85 du 16 juillet 21 portant réglementation de l'exercice de l'activité de commerçants ambulants sur le territoire de la commune. Il est décidé testé en justice afin de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de cette affaire et de faire intervenir à cette fin l'assureur de la commune en protection juridique désignera l'avocat de son choix. Ouais. En fait, c'est une personne qui, cet été, je ne sais plus quelle période, à partir de juin, qui, avec son vélo, avec un vélo triporteur, les glaces. Donc, effectivement, voilà, donc elle peut, en fait, nous, on avait un arrêté qui lui interdisait pendant une certaine période et à certains lieux de pouvoir exercer son métier ambulant. Hein, voilà, en sachant que le commerce, bon, ben, on a tout à fait le droit d'exercer une activité commerciale ambulante à partir du moment où on ne s'arrête pas. C'est pour ça que, par exemple, les camions à glace, vous savez, là, les camions à glace, ils ont une musique, bing, 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 bing. Et en fait, c'est ça, parce qu'ils roulent, et à partir du moment où il y a un client qui dit stop, il s'arrête, il sert sa glace et il s'en va. Ça, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, d'autorisation s'il n'y a pas un arrêté sur la commune qui précise que de telle période cela n'est pas possible pour des parce que un problème de sécurité et de nuisance, voilà. Hein. Et donc, ce qui est le cas maintenant à Mossel-les-Alpilles, on a un arrêté où, pendant une certaine période, la période estivale, sur l'avenue, je fais court, hein, sur l'avenue de la Vallée des Baux, par exemple, on n'autorise pas cela, parce qu'autrement, pour avoir plein de commerces ambulants qui arrivent, ling, 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 et puis qui s'arrêtent 14 juillet ou je ne sais pas quand, et puis qui vendent leurs glaces, leurs saucissons, ou je ne sais pas quoi, leurs sandwichs, et puis qui repartent. Donc ça, on l'interdit pendant une période de durée, parce qu'au niveau de la commune, on a estimé que c'était dangereux au niveau, entre autres, de la sécurité pour les gens, et aussi sur les parkings par rapport au trafic entre les piétons et les voitures, et devant certaines institutions où il y a beaucoup de monde. Hein, donc voilà. Elle a continué, parce que si on attaque en justice, c'est qu'elle n'a pas écouté, elle n'a pas respecté l'arrêté. C'est elle qui nous attaque. C'est elle qui nous attaque. C'est elle qui nous attaque. Voilà, donc nous, on va se défendre là-dessus. Hein, voilà. Nous sommes qu'au début. Décision 70, dans le cadre du recours formulé par monsieur Alain Chekroun, donc c'est pas un T, c'est un R, hein, contre le titre de perception émis par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 29/11/2019, il convient pareil, tester en justice afin d'assurer la défense des intérêts de la commune dans ce dossier, et donc décider de faire intervenir à cette fin l'assureur de la commune en protection juridique qui désignera l'avocat de son choix. Ben là, pareil, en fait, M. Chekroun, lui, il a reçu une petite note de l'État, fait des impôts. Hein. Condamnation et une amende. Hein, voilà, une condamnation et une amende d'un certain montant, de un peu plus de 80 000 euros. Et donc, suite en fait, par rapport à son permis qui avait été déposé il y a je ne sais plus quand, voilà. Et donc, lui en fait, il attaque la commune. Ah, lui aussi, il attaque. Non, c'est pas la commune qui l'attaque. En fait, il conteste. Voilà. Il a été condamné par le tribunal correctionnel suite à une construction illégale, à une amende, comme l'évoquait M. le maire. Et au final, donc, il a obtenu un permis de construire de régularisation de la commune. Le jugement du tribunal correctionnel donc, étant intervenu avant. Et donc l'État qui recouvre les amendes prononcées par les tribunaux pénaux a émis donc un titre de recette pour recouvrer cette condamnation. Et lui, donc, par l'intermédiaire de son conseil, il conteste ce recouvrement dans la mesure où il indique, à juste titre, avoir obtenu un permis de construire a posteriori. Alors nous, on a été mis dans la boucle par le tribunal administratif. Donc on a transmis, puisqu'on a une assurance là-dessus, mais en fait ça ne nous concerne pas. On a été mis dans la boucle parce qu'il y a une histoire de permis de livrer, il a été délivré, il n'y a pas eu de recours dessus. La question qui se pose, mais elle ne relève pas de nous, c'est de savoir si, lorsqu'un permis de construire de régularisation vient régulariser des constructions
qui préalablement ont fait l'objet d'un constat et d'une condamnation pénale, est-ce que ça vient effacer ou pas la C'est ça la question, pénale. Mais ça, nous on n'intervient pas là-dedans. Hein. Donc après, si on a une prise d'avocat, lui n'aura pas grand-chose à faire. Hein, normalement. Pour l'État, a priori non, pour son conseil, oui, d'où le litige. Bah oui, parce que lui, l'État, entre-temps, en fait, sont un peu en retard. En fait, le recours qu'il a fait permet, je pense, la suspension de l'exécution du titre de recette. Sinon, à la limite, le trésorier peut enclencher des poursuites, saisies, etc. Voilà. Donc lui, pour dire dans son bon droit, il est obligé de prendre un avocat pour stopper la... Nous aussi, alors, mais la mairie aussi. Bah ouais, mais nous... On a été mis dans la boucle, mais très certainement, l'avocat qu'on ne paiera pas, puisqu'il est là, dans le cadre de l'assurance au cours, indiquera vraisemblablement que la commune n'est pas concernée, qu'elle a délivré un permis de construire, que ce permis de construire n'est pas susceptible de recours, et que donc à partir de là, les questions posées à travers le litige ne concernent pas la commune. La commune, voilà. La décision 71, donc considérant la nécessité d'acquérir un nouveau chariot thermochauffant pour remplacer le précédent en panne et dont le coût de la réparation équivaut au prix d'un chariot neuf. L'offre donc de gré à gré formulée par la société Sodilam, domiciliée 3 impasse des Apprentis, Chapelette à Saint-Martin-de-Crau, compte tenu à la fois du prix et de la valeur technique, service après-vente de qualité, est considérée comme économiquement avantageuse et est ainsi décidé de passer commande à la société Sodilam d'un nouveau chariot thermo-chauffant équipé de 30 paires de glissières et d'une capacité de 130 litres pour un montant arrêté de 5 837,76 € TTC. Et la décision 72, dans le cadre du spectacle Le Cabaret L'Étoile Bleue, organisé par la commune le 6 novembre 2021, il est décidé de fixer le droit d'entrée au spectacle comme suit, 9 € avec une boisson et gratuité jusqu'à 15 ans révolus. Voilà donc pour les décisions qui ont été prises entre les deux conseils municipaux. Donc l'ordre du jour, donc le point 1, approbation de principe projet de transition professionnelle, et donc c'est Alexandre Weiss. Donc j'indique à l'Assemblée que l'article 85-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 85-1054 du 30 septembre 1985 ont prévu pour les agents reconnus inaptes à toute fonction correspondant à leur grade un dispositif de période de préparation du reclassement, le PPR. Donc ce PPR a pour objectif d'une part de préparer le fonctionnaire à l'occupation d'un nouvel emploi compatible avec son état de santé, et puis d'autre part de faciliter la mise en œuvre par l'administration employeur de son obligation de moyens de recherche d'un reclassement. Le contenu de la période du PPR est formalisé au travers d'une convention et a lieu ce jour d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Donc cette convention, je l'ai ici, vous l'avez également en pièce jointe. Hein. Je laisse un petit peu, je l'ai ici. Le contenu, donc vu la convention cadre annexé à la présente délibération, donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Peut-être Patrick peut rajouter un mot sur ce... En fait, on a eu entre autres une agent, Sophie Roux, qui est donc en fait en maladie et qui est plus apte à reprendre le travail qu'elle faisait. Et donc face à cela, il est important d'avoir un PPR pour un éventuel reclassement pour un agent si cela était possible. Tu peux rajouter quelque chose? Oui, en deux mots, lorsqu'on a un agent qui est déclaré par le comité médical inapte à exercer toute fonction correspondante à son grade, c'est un agent dont il doit être reclassé. Les employeurs ont des obligations de moyens et pas de résultats, c'est-à-dire de faire le nécessaire pour essayer de trouver un reclassement. Et donc la loi prévoit que dans ces cas-là, on doit proposer à la personne une préparation, une période de préparation au reclassement, de possibilités. Soit l'agent la refuse et ça nous fonde à le mettre à la retraite pour invalidité, soit l'agent l'accepte et donc le contenu de la période de préparation au reclassement
qui est composé de stages donc auprès du CNFPT et de périodes d'immersion dans la collectivité ou dans d'autres collectivités, donc fait l'objet d'une convention qui fixe le contenu. Donc concrètement, on a un agent qui est, comme dit M. le maire, qui est concerné, qui est un ancien agent de la cantine, donc qui a été déclaré inapte définitif aux fonctions correspondant à son grade, et pour laquelle donc il nous faut essayer de trouver un remplacement. Voilà, donc chaque fois qu'on aura ces cas de figure-là, il y a une convention type qui a été établie par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône et qui sera donc utilisée pour faire donc ces PPA. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. On peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Merci. Point 3, donc Mathieu Bonnard. Convention de mise à disposition de... Point 2. Excuse-moi Alexandre. Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. Donc ça prouve que ça suit, c'est bien. Ou à une obligation de transmission aux représentants de l'État. Alexandre. Oui, donc je rappelle à l'Assemblée que par les délibérations, je fais grâce des numéros du 23 février 2012 et celle du 29 janvier 2020, il a été décidé de signer une convention entre la commune et l'État dans le cadre de la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission aux représentants de l'État. En effet, le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu par l'alinéa 3 de l'article L 2131-1 et par l'article R 2131-3 du Code général des collectivités territoriales. Et la mise en œuvre de ce dispositif permet de fluidifier les échanges avec la sous-préfecture d'Arles. Alors, M. le maire indique qu'il y a lieu de prendre en compte le changement d'opérateur homologué pour la transmission par voie électronique, qui sera désormais Stella, homologué le 4 mars 2007 par le ministère par le ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, c'est un changement de logiciel. Donc, vu cet avenant que vous avez également, que j'ai ici tout pour le papier, décide d'autoriser M. le maire à signer cet avenant à la convention par transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou une obligation de transmission aux représentants de l'État tel que présenté. Donne tout pouvoir au maire, au maire pour l'exécution de la présente délibération. Des questions ou pas, maintenant on passe tout, on dématérialise de plus en plus, de partout, dans toutes les institutions. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, point 3 pour le coup, convention de mise à disposition de locaux à l'association Aide à domicile en milieu rural, l'ADMR. Donc là, c'est toi Mathieu. Donc je rappelle à l'Assemblée que l'association Aide à domicile en milieu rural de la Vallée des Boues, donc l'ADMR, dont le siège est 6 place Henri Giraud, 13 520 Broussailles-les-Alpilles, occupe un local pour les besoins de leur activité et qu'il convient de matérialiser cette situation par une convention de mise à disposition que vous avez en annexe 3. Ainsi, donc, je propose de mettre à disposition à titre gratuit, compte tenu de la mission d'intérêt général poursuivie par l'association, les locaux dont elle est propriétaire, 6 places Henri Giraud d'une superficie de 71 m², adjacents à ceux déjà occupés par l'association. Toutefois, l'association versera donc à la commune, au titre de dédommagement, l'ensemble des charges locatives incombant normalement aux locataires, la somme de 395 € par an. Donc après avoir délibéré entre nous, vu l'avis au dernier comité sport et les vies associatives, et vu la convention à intervenir entre la commune et l'association ADMR, on décide d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition et on donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Voté à l'unanimité. Point 5, démolition. Point 4. Pourtant, je ne suis pas pressé, je vous assure, je suis pas. J'ai pas de rendez-vous spécifique. Modification du dispositif passe associatif. Donc le point 4, c'est toujours toi, Mathieu. Alors, donc je rappelle à l'Assemblée que lors de la séance du 12 juillet dernier, le Conseil municipal a, par la délibération numéro 2021-07-12-04, validé les éléments substantiels d'un nouveau dispositif dénommé pass associatif. Donc je rappelle que ce dispositif permet donc de faire bénéficier d'un pass associatif d'une valeur maximale de 50 €, valable auprès de toutes les associations mossanaises pour les enfants adhérents sous certaines conditions, âge et domicile. Donc je rappelle que le pass associatif mossanais a pour but d'inciter les enfants à s'inscrire dans les associations mossanaises. J'indique qu'il y a lieu donc de modifier un des critères pour pouvoir prétendre à ce dispositif en abaissant l'âge minimum de 6 ans jusqu'à ce jour à l'âge de 3 ans ou inscription en petite session de classe préélémentaire. Donc, considérant donc l'intérêt public attaché à ce dispositif et également vu ce point, donc il y a le dernier comité sport et vie associative, donc nous décidons d'abaisser le critère de l'âge minimum de 6 ans à 3 ans ou inscription en petite session de maternelle pour pouvoir bénéficier donc, du dispositif dénommé pass associatif et donnons donc tout pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Il y a des questions. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a, nous, pourquoi on le fait, c'est que, et pas pour les plus vieux, c'est que déjà il y a un pass départemental hein, de 100 € pour les collégiens. Hein, et donc nous, en fait, on l'avait fait pour les élémentaires, hein, et on s'aperçoit aussi qu'il y a des enfants qui sont en dessous de 6 ans, donc ils sont en maternelle, donc il est judicieux, à notre avis, de vous proposer cela hein, via l'avis du comité pour les maternelles. En fait, on s'est aperçu que, et on ne l'avait peut-être pas anticipé, hein, et on l'aurait sûrement anticipé pour l'année prochaine, parce que c'est un dispositif qui, je pense, va perdurer, qu'il y a des associations qui ont démarré du baby. Voilà, donc on a le rugby, on a le judo, on a le foot, et Éveillez-nous, voilà. Donc on s'est dit, voilà, vu le succès déjà du dispositif pour, on va dire, la partie élémentaire, donc de 6 ans, du CP au CM2, on s'est posé la question, il y en a eu des demandes, et c'est pour ça qu'on a voulu en parler en comité, et le comité a été plutôt favorable, à ouvrir dès cette année au préélémentaire, donc du petite session à grande session, et pouvoir prétendre d'avoir un pass associatif d'une valeur donc, jusqu'à 50 €. Ce qui permet ce soir, si nous le validons, de repousser la date de validité et pouvoir permettre d'appliquer des passes associatifs à ce genre d'enfants qui va avoisiner les 15 à peu près, une quinzaine d'enfants sur les associations. Voilà. Le nombre, en fait, le nombre d'enfants qui vont bénéficier de tous âges. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 38 passes associatifs. Sans compter les petits. Sans compter les petits qui voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc je pense que cette année, on va dépasser les 50. Ce qui est bien. Les 50 ans. Ouais, ce qui est bien. C'est à la fois aussi pour redynamiser le monde associatif qui a souffert pendant ces 2 ans, Covid, où les parents ils ont payé pendant 2 ans des licences au foot, au judo, je ne sais quoi, et qui malheureusement, souvent par obligation sanitaire, ont été interrompus. Donc le but du jeu aussi, c'est pour essayer de relancer le monde associatif et donc de favoriser nos familles pour qu'elles aient une diminution de 50 € sur l'adhésion dans le monde associatif. Donc c'était moi il me semble, et il nous semble en tout cas que c'était une très très bonne chose. Donc on va pouvoir passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci, votez à l'unanimité. Alors, point 5, démolition, reconstruction des bâtiments du stade municipal Simon Barbier, approbation avant-projet et autorisation de dépôt du permis de construire. C'est toujours toi, Mathieu. Oui. Donc vous avez l'annexe avec les détails du nom des plans, etc. en annexe 5. Donc je rappelle à l'Assemblée le projet en cours sur le bâtiment du stade municipal Simon Barbier, consistant donc à réaliser une démolition et une reconstruction des bâtiments, vestiaires, locaux de rangement, garages, accès PMR.
allées en béton désactivées, etc. Je présente donc l'avant-projet définitif, l'APD, qui a fait l'objet, sous l'égide de notre maître d'œuvre, le cabinet EcoStudio, d'une réflexion de toutes les parties prenantes. Le coût prévisionnel du projet à l'issue de la phase AVP, donc avant-projet, s'établit à 604 213,40 € hors taxe. Voilà, j'indique à l'Assemblée que ce projet doit par ailleurs faire l'objet d'un dépôt de permis de construire. Donc, après avoir eu l'avant-projet, donc le coût de 204 213,40 € hors taxe, et après l'avoir présenté et validé donc, en comité sport et vie associative, et également, parce qu'il n'est pas là, en comité travaux, donc nous approuvons l'avant-projet définitif tel qu'il est présenté, et autorisons donc le maire à déposer le permis de construire valant autorisation des travaux, et donnons au commerce tout pouvoir pour l'exécution de la présente, pour exécuter la présente délibération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question par rapport au budget qui avait été prévu au tout début. Oui. Il y a une plus-value de combien là, pour les constructions? Alors, si tu veux, oui, vas-y. Ouais. Donc là, on est à 604 000, à 600 000. Quoi. Oui. En tout, on est un peu plus avec les études qui ont été faites. On va finir à 617, un truc comme ça, hein, je crois, Patrick. Oui, hors maîtrise d'œuvre. Donc on va dire 620 000. Le contrôle technique. On va dire 620. Donc là, c'est dans le cadre du contrat départemental, entre autres. Non, ça c'était dans le contrat départemental. Mais, et donc à ce moment-là, il nous restait 420 000 €. Là, si tu veux. Mais en sachant que les 180 000 € de Delta, ou les 200 000 pour faire simple, les 200 000, en fait, pour ceux qui... C'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, au départ, on n'avait pas eu la subvention de la région. Donc finalement, on l'a eu. Donc finalement, par rapport au budget initial, on retombe sur nos pieds. Grâce, entre autres, en autofinancement, il est identique à ce qu'on avait prévu au départ. Hein, voilà. Effectivement, si la région, on ne l'avait pas eu, les 200 000, ça aurait impacté en fait de 100 000 € sur le terrain, sur le terrain synthétique, et 100 000 € sur les vestiaires. Mais comme on les a eus, donc c'est bien tombé. Donc surtout avec le département, quand même à la base, plus les 200 000 de la région. Pour nous, c'est comme le budget au départ d'il y a 2-3 ans, on ressort le même autofinancement de la commune. Les projets et donc départ des travaux et si on respecte bien le calendrier avec l'autorisation du dépôt de permis de construire, on pourra démarrer le marché dès janvier pour pouvoir consulter les entreprises jusqu'à peu près fin février, et on espère à partir du mois de mai démarrer les travaux. Et l'appel d'offres, là, ça sera en commission de travaux ou vraiment une commission à part? On fait toujours comme d'habitude. On fait les comités travaux, comités associatifs, et on invite la CAO. Voilà. Mais en général, ceux de la CAO, ils sont déjà tous dans soit des deux commissions. Donc voilà. Mais on fait comme ça d'habitude, bien entendu. Voilà. Bon, déjà, il faut déposer le permis. C'est ça. Donc on va pouvoir passer au vote. Donc qui est contre? S'abstient. Vous votez à l'unanimité. Alors, point 6. Location et mise à disposition gracieuse donc de l'espace galerie. Delphine David. Alors, dans le cadre du programme culturel de la commune, et plus précisément des expositions qui vont avoir lieu à l'espace galerie, la commune a été sollicitée pour plusieurs périodes de location et pour une mise à disposition gracieuse, comme indiqué ci-dessous. Du 17 au 24 décembre, Mesdames Charline Pénin et Prunifaux pour des vêtements, des bijoux et des objets de décoration. Du 23 au 29 mai 2022, Madame Gaëlle Marjorie et Folies de Gaëlle pour des bijoux en verre soufflé. Du 6 au 19 juin 2021, l'association de la Saint-Éloi pour une exposition de photographie. Du 28 juin au 11 juillet 2022, M. Jean-Paul Olivary pour ses peintures. Du 18 au 24 juillet 2022, Mme Josine Palu pour ses peintures. Et enfin, du 8 au 14 août 2022, Mme Christine Mounier pour ses peintures également. Compte tenu de l'intérêt public local de l'exposition de photos pour le compte de l'association mossanaise Saint-Éloi, en collaboration avec M. Paul Banco, de mettre à disposition gracieusement
l'espace galerie à ces derniers, donc pour la période du 6 au 19 juin. Et donc on autorise Monsieur le maire à signer tous les contrats de location et de mise à disposition gracieuse de l'espace galerie, sachant que les conditions financières d'occupation sont celles définies dans le cadre de la décision municipale qui fixe annuellement les tarifs qui n'ont pas un caractère fiscal. Le comité culture, tradition et patrimoine a validé le planning dans le précédent comité et donc nous autorisons Monsieur le maire à signer les contrats de location et de mise à disposition gracieuse. Avez-vous des questions? Je suis désolée. Je trouve que c'est une excellente idée qu'il y ait d'abord des gens qui veuillent exposer dans l'espace galerie, parce que ça fait vivant. Mais j'ai une question. Avant, on faisait payer. Aujourd'hui, vous avez donc décidé, c'est d'un accord ou c'est parce qu'en fait, si on ne fait pas gratuit, il y a moins de monde qui veulent venir? Comment se fait-il qu'avant, il y avait une location? Il n'y en a qu'un qui ne paie pas. C'est uniquement pour la Sainte-Éloi. Ah, d'accord, il n'y a que sinon tous les autres qui payent. Ah oui, tout à fait. La commune a été sollicitée par plusieurs périodes de location et pour une mise à disposition gracieuse. Ouais. Mais tous les autres doivent s'acquitter de la location. Oui, mais le titre. Voilà. Oui. Location et mise à disposition. Ouais. Mais dans le titre, on peut se tromper. Non, mais comme il y a marqué location et mise à disposition gracieuse, comme indiqué ci-dessous. Donc moi je pensais que voilà. En fait, il y a des locations et une mise à disposition gracieuse. Voilà. Ce qui nous paraît logique, hein, du reste. Oui, voilà. Pour les associations. Pour nos associations. En tout cas, nous, on le pense. Très bien. Passe au... Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Alors, point 7, dénomination de la salle Agora Alpi. Donc, je rappelle à l'Assemblée que la construction de l'espace Agora Alpi a été l'un des projets phares d'un des mandats de M. Jacques Sautel, maire honoraire et maire de la commune de Maussanne-les-Alpilles de 1989 à 2020. Je rappelle qu'il s'agit aujourd'hui du bâtiment municipal le plus fréquenté et qui a permis à la commune de prendre une autre dimension sur le plan culturel en matière de dynamique associative. Je propose donc aux membres du conseil municipal, en hommage au travail accompli par M. Jacques Sautel tout au long de ses années de mandat, de nommer la salle principale de l'espace Agora Alpi, salle Jacques Sautel, qui, je précise, que l'inauguration officielle aura lieu donc le vendredi 7 janvier 2020 à l'occasion de la présentation 2022 à l'occasion de la présentation des vœux à la population. Voilà, le point 7. Des questions, des remarques? Donc je passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc voter à l'unanimité. Point 8. Accord de principe sur la rétrocession de voiries et réseaux divers du lotissement Saint-Éloi. Donc je rappelle à l'Assemblée la réalisation récente du lotissement visé en objet, ainsi que la volonté exprimée par les colotis en Assemblée Générale du 13 juin dernier de céder les VRD à la commune. Je rappelle par ailleurs que les compétences eau assainissement relevant de la CCVBA, un cahier des charges de cession a été adopté par le PCI puis la commune par délibération du 9 mai 2019. Donc il y a lieu ce jour de se prononcer sur un avis favorable de principe à cette cession afin que les colotis organisés en ASL puissent finaliser le dépôt du dossier tel que prévu par le cahier des charges susvisé. Voilà, et donc de me donner tout pouvoir pour l'exécution de cette présente délibération. Vous savez qu'en général, nous, le but, c'est quand c'est possible, de récupérer les voiries et entre autres donc l'éclairage, ce qui est le cas pour le lotissement Saint-Éloi. Donc vous voyez tous où il est, Saint-Éloi, c'est au-dessus d'Augustin, au rond-point. C'est donc les voilà qui ont été faites par Boudel. Voilà, les 16 logements, je crois, qu'il y a. Voilà. Donc là, un principe pour que après nous puissions donc enclencher donc avec l'ASL officiellement toutes les démarches nécessaires afin qu'on puisse donc réaliser cette rétrocession de voiries et de réseaux divers. Est-ce que des questions ou pas?
Donc je passe ça au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci pour eux. Donc point 9, modification des statuts du syndicat intercommunal du Vigarat et de la Vallée des Baux, les SI2VB, et le rapporteur c'est Laurent Juclaré. Alors je rappelle à l'Assemblée que suite aux délibérations prises, actant la sortie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le syndicat mixte SNVVB a subi de fait une transformation en syndicat intercommunal, signifié par le préfet par courrier recommandé du 12 juillet 2021, ainsi que l'administration d'un nouveau SIREP et la résiliation de l'ancien. Ainsi, par délibération numéro 2021-037 du 3 novembre 2021, le comité syndical du syndicat intercommunal du Vigarat et de la Vallée des Baux, SIVVB, a validé le principe de modification de ces statuts. Conformément à l'article L. 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, le conseil de chaque collectivité membre du syndicat dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Vu l'article L. 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, vu la déclaration numéro 2021-037 du 3 novembre 2021 et vu les statuts modifiés, on approuve la modification des statuts du SIVVB et constate la transformation de fait du SNVVB en syndicat intercommunal surnommé SIVVB, qui donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. C'est bon? En clair? En clair, ce que j'ai pu assimiler, c'est que en interne, il y a juste la compétence, Marie-Pierre va pouvoir m'aider, c'est la compétence GEMAPI qui a été régie par la CCVBA et qui est transférée au CIMADREM. Donc ça engendre une modification du statut et une modification du nom de la SNVVB qui est transformée en SIVVB. Sauf erreur de ma part, il me semble que la communauté de communes ne voulait pas du tout adhérer au CIMADREM pour la loi GEMAPI. Est-ce que j'ai manqué un épisode ou ça a changé ou c'est toujours d'actualité? C'était pas obligatoire, c'est parce que... Non, et non, justement, alors le CIMADREM n'était pas content, puisque je siège... Je crois pas, tu mets le doute là. Et oui, justement, parce que le CIMADREM n'était pas content, parce que justement, la communauté d'agglo d'Arles est au CIMADREM pour la loi GEMAPI, Terre de Provence est au CIMADREM pour la loi GEMAPI, et seule la CCVBA ne voulait pas y aller. Pourquoi? Parce que nous, on paye 10 € de cotisation, alors que tous les autres, c'est 40. Donc, on avait dit, tant qu'on peut résister, on résistera. Alors, est-ce que j'ai loupé un épisode? Je ne sais pas. Peut-être que depuis... mais je ne sais pas. J'ai pas souvenir que le conseil communautaire a délibéré effectivement pour adhérer au CIMADREM. Par contre, effectivement, ils ont décidé de quitter le SI2VB parce que, compte tenu du fait qu'il a perdu les autres PCI, il n'était plus en capacité d'exercer la compétence GEMAPI. Ça redevient un coup. Je pense donc qu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que l'exercice de la compétence GEMAPI relève de la CCVBA. C'est ça. Dans l'attente peut-être. Oui, la GEMAPI, c'est toujours la CCVBA. Il y avait 2 GEMAPI aussi, une qui était hors je ne sais pas quoi et une dedans. Alors bon, je sais que la communauté de communes a normalement la compétence. Alors, la loi GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et des risques d'inondation, donc qui est imposée d'ailleurs sur toutes nos feuilles d'imposition, la loi GEMAPI. Et donc voilà, mais par contre, je pense pas que ce soit ça. Il y avait la partie Vigarat, Marie-Pierre, qui était avec le SI2VB. Tu avais la partie Vigarat qui était prise en considération et prise en compte pas par la communauté des communes, mais par le CIMADREM. Et donc, je pense, comme j'en fais plus partie, mais je pense qu'en lisant ça, par rapport à ça, ils sont sortis donc du Vigarat pour intégrer le CIMADREM par le biais de la filière directe. Bon, interro la prochaine fois. Par contre, question, est-ce vous avez prévu sur la... Parce que bon, moi je le vois, avant j'y siégeais aussi,
voyais qu'il y avait des communes qui faisaient des travaux par le biais du SI2VB. Oui. Est-ce que nous, sur Mossad, on a prévu des travaux éventuels par rapport à ça? C'était tout ce qui touchait au Viguera. Il y a eu beaucoup le Grèce qui a été impacté par les travaux. Il y a eu le Gravezon, il y a eu ça a été fait, Mayenne, il y a eu Mayenne. Donc toute cette partie-là avait été effectuée. C'était réservé, le SI2VB se réservait cette partie du Viguera pour le Nord Alpille, pour tout ce qui touchait au Viguera, au Nord Alpille. Parce qu'il y avait des problèmes d'inondation. Vous avez rencontré aussi à l'époque le président de l'ASA, Pierre Lagier, oui. Parce que justement le SI2VB devait les aider. Mais pour l'assèchement. Pour l'assèchement, mais pour des travaux, mais même pas ici, en bout, même pas. Oui, presque sur la Pont de Croc. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout. Ça, je pourrais plus te dire, je ne suis plus intégré dedans, donc, mais c'était ça. Le principe, c'était ça. Alors aujourd'hui, pourquoi, je ne saurais pas te dire, mais voilà. La base, c'était ça. Tu y sièges? C'est Patrick Lafitte. Pardon. Il faut savoir un peu ce qui s'y passe. Oui, ça ira sûrement autant que moi. On t'aide, t'en fais pas. Bon, donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Point 10, merci. Point 10, décision modificative budgétaire. Alexandre Weiss. Oui, j'indique à l'Assemblée qu'il convient d'augmenter les crédits budgétaires du chapitre 65 suite aux délibérations numéro 4 du 12 juillet 2021, instaurant le pass associatif, et puis le numéro 13 du 4 et 23 septembre 2021 relatif aux indemnités des élus. Je précise que les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement et de mutation perçues suffisent amplement à équilibrer ces augmentations en dépenses supplémentaires. J'indique également aussi qu'afin d'engager des travaux d'aménagement de la maison de santé pluridisciplinaire, il convient d'intégrer au budget de l'année 2021 la somme de 180 000 € pour cette réalisation. Opération numéro 336 dans le tableau ci-dessous. J'en parlerai un peu après. Je propose encore plusieurs ajustements des opérations d'équipement en fonction des besoins apparus en dépenses, en constatant parallèlement en recettes le réalisé à ce jour. Le tout en annulant le crédit alloué à un éventuel emprunt. Ainsi, je propose de modifier le budget de la commune de l'année 2021 comme suit. Je vais reprendre le tableau, je vais essayer d'être assez précis. Donc, en ce qui concerne la section de fonctionnement, donc le chapitre dépenses, donc je vais vous parler de la colonne centrale qui est donc le demande de modification. Hein. Donc, à la ligne 6531, plus de 1250 €. Donc, on en a parlé déjà lors du dernier conseil municipal, donc ça concerne les indemnités des élus. En ce qui concerne le 65-74, les subventions à associations, on a prévu de mettre 3 635 € supplémentaires, et ceci compte tenu d'une demande provisionnelle du Club Taurin et de manifestations taurines en particulier. Après, il y a les aides, donc plus 5 000 €. Les dépenses imprévues, compte tenu de la situation d'aujourd'hui, on a prévu de les réduire à 133 000 €. Et puis là, il y a un virement de la section donc, investissement de 218 115 €. Ce qui fait que les dépenses supplémentaires s'élèvent à 95 000 €. Alors, toujours dans la section de fonctionnement, mais en chapitre recettes, aujourd'hui, on s'aperçoit que les taxes additionnelles du droit de mutation, elles sont... c'est un point positif, elles sont de plus 95 000 €. Donc on retrouve le total de recettes, on a donc égalité des dépenses et recettes. Pour le chapitre, je l'ai dit, fonctionnement. Alors maintenant, si on regarde de plus près le chapitre d'investissement,
Alors, en ce qui concerne donc les dépenses, donc sur la ligne 2031, moins 35 000 €. En fait, ce sont des travaux c'était des études prévues pour faire des travaux sur l'église. Eh bien, il a été décidé de ne pas le faire pour cette année, de ne pas le reconduire de ne pas le faire cette année, puis on le reconduira plus tard, donc on ne sait pas trop. Donc ça fait une économie de 35 000 €. Alors, en ce qui concerne le 21-11, donc moins 30 000 € également. Donc c'était une acquisition de terrain, il a été décidé de ne pas le faire cette année, compte tenu que nous sommes déjà fin novembre. Après, au 21-35, la somme était de plus 40 000 €. Donc ça c'est l'acquisition du camion et matériel du service technique qui est... Suite au vol. Suite au vol, voilà c'est ça, exactement. Après, il y a le 21-51 qui est de plus 10 000 €. Donc là, ce sont des travaux sur les bureaux administratifs qui sont en cours, il y a de la peinture, et donc on a prévu d'augmenter cette somme de 10 000 €, de prévoir, en fonction des prévisions, il ne faut pas l'oublier. Hein. En ce qui concerne le 21-533, donc plus 20 000 €. Donc là, ce sont essentiellement des travaux liés au réseau informatique, aussi bien dans la voirie que dans les bâtiments. Alors, en ce qui concerne le 21-571, donc plus 60 000 €, ça concerne le remplacement du véhicule du camping, en fait, pour lequel il est aujourd'hui vétuste. On a fait des réparations ponctuelles, mais il en ressort qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ce véhicule date de 2008 et qu'il est grand temps de le remplacer. En ce qui concerne le 21-58, donc le 21-58 plus 20 000 €, donc c'est du matériel d'outillage. Et puis, on a inclus dans cette somme-là le lancement d'achat des chalets de Noël. En ce qui concerne le 21-84, donc c'est plus 15 000 €. Donc c'est essentiellement de l'achat de mobilier de bureau. En ce qui concerne le 23-13, le premier 23-13, donc moins 10 000 €. C'est la récupération en fait, des sommes. On a fait moins de dépenses pour la maison de France Service. Donc on a déjà parlé, je crois, lors du dernier conseil municipal. En ce qui concerne le 23-13, donc c'est moins 150 000 €. Eh bien, c'était la somme qu'on avait allouée pour le crédit sur l'étude de la place Henri Giraud, qu'on n'a pas lancé pour le moment. Par contre, le 23-13, avec une somme de 180 000 €, eh bien là, c'est par contre le lancement de la maison de santé. Donc, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est le CSPS, c'est le diagnostic de l'amiante, c'est tous ces travaux-là. Donc, on a lancé cette opération qui est en cours. Hein. Et puis, in fine, le 23-15, donc c'est plus 150 000 €. Donc, c'est des prévisions de travaux pour le camping, pour lequel le marché qu'on devait lancer être lancé avant le 31 décembre. Donc, on en a plus cette somme. Ce qui fait que les dépenses supplémentaires globales sont d'un total de 230 000 €. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va passer toujours dans le chapitre investissement, mais du côté recettes. Alors, la récupération de la TVA, bon, ben, on a un peu plus 15 000 €, c'est une bonne nouvelle. Donc, en 0,21, ben, il y a ce qu'on a vu, il y a le virement de la section de fonctionnement, bon, on l'a vu tout à l'heure. Après, en 13, et on a une bonne nouvelle également, c'est en ce qui concerne les taxes d'aménagement, donc on a plus 15 000 €. Par contre, en 13-21, on a plus 5 000 €. C'est une subvention qui est donnée par l'agence de l'eau pour le plan de désherbage. Donc c'est une bonne nouvelle également.
En 13-23, on a plus 27 000 euros. Eh bien, c'est la subvention qu'on va toucher pour avoir le véhicule du camping, qui, je le rappelle, date de 2008. En 13-23, le plus 75 000 euros, c'est une subvention du contrat départemental pour l'aménagement du camping. Ça fait partie du programme défini. Et puis en 16-41, donc moins 85 115, donc c'est, compte tenu de tout ça, on n'a pas besoin de faire un emprunt, donc on avait prévu un emprunt et on ne fait pas d'emprunt, si bien que le total des recettes supplémentaires est égal au total des dépenses, soit 270 000 euros. Alors, donc, des questions? Oui, il y avait juste une question, moi. Par rapport à la section de fonctionnement au budget général de la commune, alors, au 023, virement d'investissement, quand on avait travaillé sur le budget à la commission des finances, il y avait sur la ligne BP 21 432 375, 432 375. En fait, comment donc on se retrouve avec le 1,5 million avec quoi? Excusez-moi, mais expliquez-moi. Il y a eu le budget supplémentaire qui est venu. Ouais, c'est ça, le budget supplémentaire. On a repris nos donc le report, le report, les excédents du 1er janvier 2021, on est en 21, oui. 21, donc effectivement notre report d'argent, il a bien fallu le mettre un peu partout. Donc entre autres, on a mis 1 million et quelques en investissement. Voilà. Et donc là, on rajoute 218 000. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'article 022, alors sauf si on n'en a pas, mais on avait un papier où on avait marqué 0. Là aussi, c'est le budget supplémentaire qui est venu inscrire. Voilà, parce que un budget supplémentaire, donc on avait rajouté 179, donc là on en enlève 133, parce qu'on arrive en fait c'est un rééquilibrage, on arrive en décembre, donc on arrive au bout des 12 mois, donc évidemment c'est pas des sommes qui sont obligatoirement dépensées, mais en fait on remet des sommes sur certains comptes où on peut penser qu'on risque qu'elles ne soient pas suffisantes, ou pour provisionner déjà sur certains projets, entre autres la maison de santé, voilà, 180 000, c'est pas que les études et tout, mais c'est déjà on met 180 000 quoi. Voilà. Et il faut espérer qu'on continue à avoir le droit de mutation important. C'est ça. Voilà. Donc si vous voulez, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, point 11. Installation d'un pigeonnier, espace Benjamin Priolet, autorisation de déposer une déclaration préalable. Marc Fusat. Donc, je fais part à l'Assemblée des problèmes rencontrés suite à la prolifération des pigeons sur la commune, entraînant de nombreuses nuisances par rapport aux soudures surtout. Donc, je fais part d'une solution pour remédier durablement à ce problème et présente un pigeonnier contraceptif. C'est financé par Durex, je crois. Et c'est financé par Durex. Mais il n'empêche que ce dispositif permet que 90% de la population qui a élu domicile dans les pigeonniers contraceptifs est complètement stabilisée et contrainte à une régression de l'ordre de 15 à 20% chaque année, à partir de la première année de mise en fonctionnement. Donc l'intérêt de ça, tout simplement, c'est que quand même, on a de grosses contraintes au niveau de l'église, au niveau de tous nos bâtiments, de la place, des écoles, de le lavoir. Donc on a tous nos bâtiments, je dirais, anciens, et maintenant ça niche même entre les pierres, et donc ça dégrade les bâtiments. Et puis c'est porteur de maladies, et on en a de grandes quantités. Donc le problème que nous rencontrons, c'est justement un couple va non pas faire qu'une portée, mais va avoir 3-4 portées, 5 portées. Donc cette problématique peut être résolue par ce système de pigeonnier qui nous permettra
de pouvoir récupérer les œufs au fur et à mesure des pontes. Et c'est suivi par des personnes spécialisées là-dedans qui mettent un ou deux couples pour attirer, je dirais, les autres. Et après, à partir de là, ça a été prouvé que ça marche très bien. Et on récupère seulement les œufs. Et en faisant ça, ça nous permet de revenir, de réguler si tu veux. Mais bon, en attendant, ça permettra de réguler cette population qui est plus que désagréable sur notre commune. Parce qu'on rit, mais si on s'en prend une sur le coin de l'épaule, ça ne vous fera pas rire. Et c'est arrivé à d'autres personnes. Mais sur la tête, c'est bon, ça fait repousser les cheveux. Oui, oui. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous demande, c'est l'autorisation de pouvoir simplement faire cette DP. Et après de ça, on verra pour implanter le pigeonnier avec le comité. On en avait déjà parlé précédemment au printemps. Et c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place. Donc voilà. Ça coûte, ça a été mis, alors je l'avais prévu au budget supplémentaire, c'est une histoire entre 17 et 20 000 euros, quand même, avec le suivi de pendant 4 ans, s'il te plaît, avec le suivi pendant 4 ans du nettoyage, de l'entretien et des évacuations des œufs et par l'entreprise. Par l'entreprise qui est là et qui nous suit régulièrement. Ça c'est bien, mais 4 ans ça passe vite, après donc ça sera les services techniques. Non, on peut renouveler le contrat d'entretien avec la société. La structure reste, et après c'est seulement ce renouvellement de contrat qui peut être fait, comme il a dit JC, avec la société qui vient faire le suivi. Après on peut tourner tous les 19, chacun on y va, et puis on fait l'omelette pour les autres. Dans 4 ans, on devrait avoir un oui, c'est surtout pour épurer, la population, et deux, parce que je maintiens, le pigeon, ça reste quand même un porteur de maladie, l'un des moindres. Alors, là, c'est pour l'espace Benjamin Priolet, puisque par rapport, on a fait venir 2 personnes qui s'occupent de ça, et pour avoir un rayon de 350 mètres autour du pigeonnier, donc ça serait... C'est l'espace Benjamin Priolet, parce que ça, l'église, ça prend le lavoir, ça prend les écoles, la place, et ça prend aussi jusque le petit lavoir, et la mairie. Donc c'est vraiment le plus central par rapport aux besoins. Et maintenant tu les as sur le balcon. Et donc voilà pourquoi ce lieu, parce que suite à l'avis de professionnels, ça serait l'endroit le plus approprié. Voilà. Non, mais c'est une très très bonne idée, c'est joli, c'est quelque chose. Voilà, donc je vous demande l'autorisation de pouvoir déposer cette DP. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 12. Approbation participation financière de la commune dans le cadre du programme d'éducation à l'environnement et au territoire. Émilie Germain. Alors, donc la commune faisant partie du PNRA, donc Parc naturel régional des Alpes, elle peut donc bénéficier à ce titre des actions en matière d'éducation, environnement, développement durable, donc pour les scolaires. Donc ce dispositif est coordonné par le PNRA et subventionné également par la région pour cette cotisation. Donc nous avons plusieurs classes du groupe scolaire Charles Dupuis qui ont fait la demande, ce qui représente un coût total pour la commune donc de 1 975 €. Le reste étant donc payé par la région. Donc en annexe, vous avez les classes qui participent. Donc il y a une classe de CP, une classe de CP-CE2 sur le même projet, une classe de CE1, CE2 et les 3 classes de maternelle. Donc ces 3 classes-là, donc la part communale est en jaune et l'enfant de 1975. Donc voilà. Acte de délibération, on aura même pouvoir exécuter la présente délibération. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? En tout cas, c'est un dispositif qui est très très bien. Et voilà, après, c'est pas nous qui le décidons, on laisse évidemment aux écoles et donc aux professeurs des écoles le choix. Hein, et donc au niveau du parc, exactement. Oui, c'est une très très bonne chose. Donc c'est quelque chose qui se fait chaque année et qui est vraiment très bien, on a de très bons retours. Ouais.
Donc c'est approuvé, c'est ça? Voilà. Alors, point 13, maison de santé pluridisciplinaire, adoption du plan de financement et demande de subvention. Rapporteur, donc Dominique Stekelorum. Alors, vu le contrat de plan État-région conclu pour la période 2021-2027, et notamment le DG4 dédié à la santé et l'appel à projet pour la lutte contre les déserts médicaux et le renforcement de l'accès aux soins de proximité dans les territoires, vu l'avis favorable du comité santé sur l'opportunité du projet communal de création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans les locaux de la maison Benjamin Triolet et ses annexes, considérant l'appel à projet précité dans le point 1.1 visant à l'accès aux soins, notamment par le déploiement de structures d'exercice coordonnées et de maisons de santé pluridisciplinaires, entre parenthèses labellisées maison régionale de santé, qu'ainsi le projet maison de santé pluridisciplinaire mené par la municipalité répond exactement aux conditions et exigences de cet appel à projet, d'où l'opportunité pour la commune de solliciter la participation financière de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et celle de l'État par le prisme du contrat de plan, prévoyant un taux de subvention maximum de 30% du montant en taxes des travaux, à la fois pour l'aide régionale et celle de l'État au titre du Fonds national d'aménagement et développement du territoire. Donc, c'est des phrases très longues, franchement très longues. Alors, le plan de financement est le suivant. Donc, la création d'une maison régionale de santé comprenant à la fois les travaux de réhabilitation de la maison Triolet, la mission de maîtrise d'œuvre des études complémentaires pour 1 222 768, l'aide de l'État FNADT 366 830, l'aide de la région PACA appel à projet, donc 366 830, donc chacun 30%, l'aide exceptionnelle du conseil départemental 13 à hauteur de 20%, 244 554, l'autofinancement à hauteur aussi de 20%, 244 554. Donc voilà, donc adopte la demande de subvention relative à cette opération et son plan de financement, sollicite l'aide du Conseil régional à hauteur de 366 830, sollicite l'aide de l'État au titre du Fonds national d'aménagement et développement du territoire à hauteur de 366 830, sollicite l'aide du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre du Fonds de soutien à l'investissement à hauteur de 244 554, autorise le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de cette délibération, autorise le maire ou son représentant à signer l'acte d'engagement prévu dans le dispositif, précise que les crédits correspondants figurent au budget, donne au maire tout pouvoir pour exécuter la présente délibération. Voilà. Y a-t-il des questions? Bien. Qui est contre? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, dans la phase suivante, c'est une réunion avec tous les financeurs, hein, quand même, c'est ça qui est important quand même, avec l'État, la région, le département et nous-mêmes, voilà, hein, pour avancer sur le projet. Voilà, et puis une réunion. Sans, vous l'avez vu, le projet, normalement, et donc dans les comités. Aussi à une commission de la CCOPD, donc une commission qui est composée donc, de l'ARS, de la région, des représentants des médecins, représentants des professionnels de santé, représentants des patients, etc. C'est une excellente idée, juste essayer de, mais tu le fais et j'en suis sûre, d'équilibrer entre Paradou et nous, qu'on soit complémentaires et qu'on essaye le moins possible d'avoir des doublons pour avoir le maximum de choix dans les médecins spécialisés. Quoi. Bien sûr. Voilà, c'est cohérent. Oui, je sais, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Non, mais c'est cohérent. Donc là, Paradou, ils font pour l'instant du temps de cardiologue, c'est tout. Et nous n'aurons pas de cardiologue. Donc voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Bon, à l'unanimité. Merci. Point 14, approbation de la convention d'objectifs avec l'Office de tourisme 2022-2024. Rapporteur Christine Garcin-Gourillon. La commune, tous les 3 ans, établit une convention d'objectifs avec son office de tourisme pour définir précisément
des objectifs avec celui-ci et lui confier les missions qui vont lui permettre de mettre en œuvre sa stratégie et sa politique touristique. Donc là, ce soir, le but, c'est d'approuver la convention d'objectifs qui va intervenir entre la commune et l'Office de tourisme pour la période de 2022 à 2024. Cette convention d'objectifs, elle a été travaillée en conseil d'exploitation et par le comité du tourisme. Et donc, vous l'avez en annexe. En gros, les grandes lignes, outre bien sûr les missions d'accueil, d'information, qui sont les missions régaliennes de l'Office du tourisme, la coordination des interventions des différents partenaires et de développement du tourisme local, dans cette nouvelle convention, on a mis en objectif pour cette tranche 2022-2024, notamment de développer l'offre famille par le biais de circuits thématiques et l'offre d'activité nature dans le but plus précisément de favoriser la désaisonnalisation et d'attirer une clientèle de proximité ou plus lointaine, mais sur des périodes qui ne sont pas les périodes les plus intenses. Et donc, il en découle le travail, le développement de ces jours clés en main, pour favoriser justement l'envie de venir peut-être même au dernier moment, mais d'avoir un petit peu un package et claque, dire voilà, je suis un amoureux de la nature, ou je suis un gourmand, et j'ai quelque chose, une proposition clé en main, d'explorer des nouveaux canaux de valorisation des séjours, et de soutenir bien sûr l'organisation de manifestations, voire aussi de développer des animations, tout ça pour nous permettre de travailler plus sur les ailes de saison. Voilà en gros, mais vous avez l'essentiel de la convention en annexe. Donc voilà, bien, je vous propose d'approuver cette convention d'objectifs qui va formaliser nos relations avec l'Office de tourisme pour ces 3 futures années. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est suffisamment clair? Normalement, il y a tout. Hein, bah, vous l'avez intégralement, et puis si vous avez des questions, vous pourrez toujours me solliciter. Oui, Alain. Juste une question, Christine, sur le taux de remplissage du camping. Sur le taux de remplissage du camping ces derniers... Alors écoute, on va le voir après, et puis on l'a évoqué tout à l'heure en conseil d'exploitation, donc je pourrais vous donner les chiffres. Okay. Hein? Donc là on reste sur la convention d'objectifs. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des contre? Je vous remercie. Point 15, travaux au camping municipal, donc approbation de l'avant-projet partiel, VRD et aire de jeu. Christine Garcin-Gourillon. Bon, là également, vous avez en annexe les pièces qui concernent cette tranche de travaux à intervenir au camping municipal, les Romarins, et qui fait partie de notre contrat, de notre CDD. Donc, grosso modo, les grands postes, c'est la préparation du chantier avec l'installation, la localisation des réseaux, etc. Ensuite, il y a la reprise des enrobés et des caniveaux à grille. L'aménagement de l'aire de jeu qui est très vieille et très vétuste. Donc il faut déposer les jeux en question, le sol et évacuer tous les gravats, préparer le terrain et ensuite installer les nouveaux jeux. Donc de mémoire, il y a une balançoire en bois, des jeux à ressources, on l'a vu tout à l'heure, et une structure en bois multifonction. Ensuite, il y a des travaux sur l'élargissement de l'entrée, les bordures, les trottoirs, etc. Et le plus gros, ensuite, ça concerne les voiries intérieures qui sont en mauvais état. On a fait le calcul, ça fait près de 15 ans, et c'est vrai que les racines poussent beaucoup et l'enrobé se soulève et c'est extrêmement chaotique et dégradé. Et il y a la reprise du parking à l'extérieur et à l'intérieur du camping. Donc tout ça, cet avant-projet, le coût prévisionnel s'élève à 144 383 € hors taxes, comme on a vu tout à l'heure
avec Alexandre. Voilà. Je propose de passer au vote. Si j'avais une question, dans la mesure où vous faites tout pour être dans le développement durable, etc., est-ce que dans le cadre de ces travaux, excusez-moi, j'ai pas participé aux réunions de travaux puisque je fais partie de la commission, est-ce que vous avez pensé à faire du renouvelable, c'est-à-dire que, par exemple, quand je vois enrobé, est-ce que vous avez pensé, c'est de l'enrobé simple ou c'est des matériaux qui sont perméables, etc. Est-ce que vous êtes allé dans le développement durable en pensant à ça, pour faire ces travaux? Oui, alors, bon, Patrick n'est pas là ce soir, c'est dommage, il aurait pu techniquement être plus pointu que moi. Pour la partie que je maîtrise un peu en termes d'accessibilité technique, on va dire, je sais que par exemple, dans un avenir proche, quand on va travailler sur les éclairages, on va privilégier le solaire, par exemple, voilà, en bordure des voiries, pour permettre un cheminement plus facile. Et effectivement, c'est des réflexions qu'on a menées. Voilà, c'est important oui, pour bien sûr. Mais c'est pareil pour l'école d'ailleurs, je vous le redis, vous savez que le département a mis une ligne budgétaire pour pouvoir refaire les cours perméables. Maintenant, il y a des matériaux, je vois même dans les collèges et tout, donc saisissez-vous puisque vous allez faire les travaux. C'est quand même important de pas essayer de pas. Ce qui est à 100% le projet de la cour d'école. Hein, 100%. Je rappelle les trois choses importantes, hein, en tout cas à tous les vice-présidents que j'ai autour de moi. Ils ont obligatoirement, à chaque fois qu'ils lancent un projet avec leur comité, ils doivent se poser la première question, est-ce que c'est nécessaire pour une partie de la population des Mossanais, Mossanaises? 2, au niveau environnemental, qu'est-ce qu'on y gagne? Et 3, comment on le finance, hein. Puis après, toutes les questions qui vont à chaque projet, mais effectivement, maintenant, l'environnement est une cause que l'on prend systématiquement et obligatoirement dans tout projet. Hein, voilà. Et donc effectivement la cour maintenant on nous proposait même des copeaux de bois, tout ça pour bien infiltrer. Bon, les directrices, tout ça et les instituts n'étaient pas très chaudes là-dessus, mais ceci dit il y a un autre événement qui est beaucoup plus donc adapté au niveau environnement pour ça, perméable. Voilà. Je ne sais plus où on a voté. Non, on n'a pas voté. Alors, y a-t-il des abstentions? Des personnes contre? Alors, c'est voté à l'unanimité. Merci. Point 16, donc on termine là-dessus. Dernier point. Oui. Tarif 2022, adhésion à l'Office de tourisme. Et c'est toujours toi, Christine. Eh bien, alors, c'est tout frais. Tout à l'heure, le conseil d'exploitation de la régie du tourisme s'est réuni. On avait préalablement le mois dernier. Le mois dernier, eu un conseil d'exploitation où on avait travaillé sur une proposition de tarif qui a été rediscutée ce soir et validée. Donc, vous savez que l'adhésion à l'Office du tourisme, il y a 2 formules qui sont plus ou moins complètes. La première formule passe de 92 à 94 €. La formule numéro 2 passe de 123 à 125 €. On a décidé d'augmenter plus significativement le supplément établissement hors Mossanes-Alpes qui passe de 20 à 30%. Par exemple, si vous êtes un hébergeur et que vous souhaitez être partenaire de l'Office de tourisme de Mossane, si vous êtes Mossanais, vous choisissez la Formule 1, vous payez 94 €. Vous êtes extérieur à Mossane, vous paierez 94 plus 30. Voilà. Et pour ce qui concerne les hôtels, en fait c'est un prix par chambre, dans la limite de 12 chambres, 10 €, et pour un hôtel qui est situé hors Mossanes-les-Alpes, dans la limite de 12 chambres, 15 €. Et ensuite, fonction du nombre d'étoiles, de 1 à 2 étoiles, c'est 10 pour un établissement mossanais, 15 pour un établissement hors commune de Mossane. 3 étoiles, le prix est de 12 € par chambre, dans la limite de 12 chambres. 16 € pour un établissement situé hors de la commune. Et 4 étoiles et plus, bon, nous, ce n'est pas le cas, on n'en a pas là sur le village, mais 16 € pour un établissement qui serait situé sur Mossane et 20 € pour un établissement hors commune. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est ce qui a aussi fait partie de notre travail lors du précédent comité. On a mis en rapport les tarifs pratiqués, notamment sur l'Office de tourisme intercommunal, qui pratique des prix très élevés.
Alors nous, on a des prix qui sont vraiment attractifs, qu'on fait évoluer bien sûr aussi, hein, c'est normal, hein, en fonction des années et des services qui sont proposés, mais qui restent vraiment très attractifs. Voilà. Et on espère que ça va continuer à aller dans le bon sens. Cette année, on avait plus d'une centaine de partenaires. Donc c'est très encourageant. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote ou est-ce que vous avez besoin de précision? Non. Non? Alors je vous propose qu'on vote. Y a-t-il des abstentions? Contre? Unanimité. Merci. Et bien voilà, donc dernier point. On n'a pas mis questions diverses, du reste. Questions diverses. Je vais répondre à Alain. Oui, répondre sur le camping. Donc tout à l'heure, comme je vous disais, le conseil d'exploitation de la régie du tourisme s'est réuni. Et on a fait un bilan de la saison du camping. Donc le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 322 132 €. Et la fréquentation a été bonne. Alors évidemment, on a ouvert un mois et demi plus tard qu'habituellement. On n'a pas ouvert le 15 mars, on a presque 2 mois même. On a ouvert le 15 mai. Mais malgré ce, on a un chiffre d'affaires qui est bon, qui n'est pas loin du tout de l'objectif qu'on s'était fixé. En début de saison, compte tenu des contraintes sanitaires qui étaient encore en vigueur, l'absence de la clientèle étrangère était quand même là. Donc on avait une clientèle à 92% française. Et dès le début du mois de juillet, la typologie de notre clientèle habituelle s'est de nouveau révélée, c'est-à-dire 60% d'étrangers, 40% de Français, avec des taux d'occupation très bons, par exemple par rapport à 2019, qui est un peu l'année de référence. Hein. Sur juillet, en 2019, on avait un taux d'occupation de 48,80%, et sur ce juillet 2021, on est à 55,62%. En août 2019, on était à 62,64% de taux d'occupation et en août 2021, nous étions à 67,63%. En septembre 2019, on était à 59,50% d'occupation et le taux d'occupation en septembre 2021 était de 71,11%. Et le mois d'octobre, il est sensiblement identique, 30,91% en 2019, 30% en 2021. Donc c'est très encourageant. Et pour illustrer le propos, on a donc accueilli 27 000 campeurs sur cette saison. Et environ 20%, on a renouvelé à 20% environ notre clientèle. 20% de nouveaux clients. Voilà. Merci. Voilà. Bah, écoutez, mesdames, messieurs. Pardon, excuse-moi. Je suis toujours dans l'environnement. Par rapport à la lumière, la nuit, ouais. Est-ce que vous avez, quand on voit que des communes comme nos voisins, Paradou, baissent d'intensité, est-ce que éventuellement vous y avez pensé, au moins à certains endroits, ou pas du tout? Alors, toujours la même réponse. À chaque fois qu'on change de l'éclairage, bien entendu, qui s'améliore au niveau environnement, mais toujours la même réponse. C'est effectivement dans les comités, entre autres dans celui de Patrick Lafitte, hein, de voir à chaque fois que l'on parle éclairage qu'on puisse améliorer dans ce cadre-là, bien entendu. Est-ce que c'est prévu de baisser l'intensité, par exemple? Je ne sais pas, je peux pas. Oui, mais je ne vais pas répondre au nom du comité, donc c'est eux qui décideront. Il y a obligatoirement, il y a 16 personnes dans le comité, il y en a obligatoirement 2 d'entre vous, plus une autre personne que vous avez choisie. Ben, dans les comptes rendus, oui, non mais... Aujourd'hui, de facto, tous les équipements oui, mais je te dis oui. Sont équipés pour pouvoir réduire l'éclairage, l'éclairement.
pendant une période, par exemple, on peut dire minuit, 4 heures du matin, on baisse l'intensité lumineuse. Oui, tout à fait. Ma question, c'est est-ce que vous allez le faire ou pas? Oui, on le fera. Oui. Alors, le faire, ou alors, moi je dis oui, moi c'est pas qu'on veut pas, mais c'est pas à l'heure actuelle, cette décision de dire oui appartient au comité. Donc on va dans ce sens-là, mais je peux pas au niveau du comité dire oui ce soir on le fait. Mais effectivement on va vers ça. On va vers ça. Mais bien sûr, on va systématiquement vers ça. Après, est-ce que ce sera l'extinction complète, pas, ou des nouveaux matériaux qui économisent davantage, mettent moins? Bien entendu. Je vous rappelle, dans les comités, vous êtes 8 ou 10, on n'est que 2, on peut qu'on ait soit 2 absents, c'est compliqué. Non, mais après, il y a des comptes rendus, mais il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de souci. On n'a pas juste, je posais cette question pour savoir si c'était dans... Oui, non. Bien entendu. De toute façon, c'est évident qu'on ne va pas... Ce serait fou. Ils ont extraction complète entre minuit et 5 heures, je crois. Et ils ne sont pas mécontents. Donc c'est pour ça que je posais alors, ils ne sont pas mécontents, mais c'est pas, moi aussi je ne sais pas. La gendarmerie, par exemple, eux, ils ne sont pas pour. Question sécurité. Après, moi je te dis ce que une mère, un père de famille, ses enfants d'un ado rentrent la nuit à 1h du matin, c'est une nuit noire. Ou limité, ou... C'est ça, c'est clair, il y a plein de systèmes. Voilà. Ça me paraît bien. Ça. Mais Marie-Pierre, les économies d'énergie que tu dis, on peut faire en réduisant le temps d'éclairement, c'est oui, c'est fatalement oui. Mais aujourd'hui, technologiquement parlant, la technologie LED permet de réduire les consommations par 9, par 10. Donc on va réduire de manière très drastique la consommation d'énergie. Il n'y a pas de souci, mais c'est aussi par rapport à, si tu veux, ce qui est dans l'air du temps, on voit qu'aujourd'hui la pollution de lumière est très importante dans toutes les communes. Oui, tout à fait. Donc c'est pas le fait de faire, en plus de faire des économies financières, ce qui est important, c'est aussi de enlever cette pollution de lumière vis-à-vis des chauves-souris, des chouettes, etc. Au niveau environnemental. Bien sûr. Voilà. C'est évident. Mais pour les pigeons